Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine, à InfoTémis, activité de jug curling au profit du Centre de prévention du suicide du Témiscamingue, ouverture officielle du refuge pour animaux du Témiscamingue, reportage sur les pirates de Ville-Marie et discussion en mémoire de Monseigneur Jean-Guy Hamelin. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à InfoTémis. C'est le 17 mars prochain qu'aura lieu le jug curling au profit du Centre de prévention du suicide du Témiscamingue. Une activité où petits et grands sont invités à s'amuser pour la bonne cause. Des prix sont aussi remis à ceux qui auront mieux performé. Les inscriptions sont en cours, que vous soyez seul ou déjà en équipe, vous êtes invité à le faire auprès du Centre de prévention du suicide, soit via l'événement Facebook du jug curling ou encore par téléphone au 819-622-7777. Afin de tout savoir sur cette activité originale, nous avons reçu en entrevue la directrice Linda Clouâtre. Linda, parlons d'abord de votre organisme comme tel. Quel est le rôle du Centre de prévention du suicide du Témiscamingue? C'est un rôle de prévention, de faire parler du suicide aux citoyens du Témiscamingue. Il y a aussi un rôle d'intervention, évidemment, d'intervenir auprès des personnes qui ont des idées suicidaires, et leurs proches aussi. Oui, et aussi, malheureusement, les gens là, qui vivent un décès par suicide. Donc, tous ces rôles-là, c'est des services que vous offrez? Oui, c'est des services qui sont offerts par le Centre de prévention du suicide depuis bientôt 32 ans. Mais ça ressemble à quoi au niveau de la situation au Témiscamingue? Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner par rapport au suicide? Les chiffres qu'on a, on en a pour l'Abitibi-Témiscamingue. OK. J'en ai, évidemment, pour le Témiscamingue au niveau des nombres, mais c'est pas très représentatif. Il faut faire attention avec des statistiques puis de la façon dont on les interprète. Mais oui, on demeure encore là, en Abitibi-Témiscamingue, une des régions au Québec où il y a le plus haut décès de suicide par année. Et on compte là, au Témiscamingue quand même une proportion assez élevée là, versus les autres MRC de l'Abitibi. Donc, on s'entend qu'un suicide, c'est un suicide de trop aussi, là. Évidemment. Peu importe les chiffres, finalement. Exactement. Peu importe les chiffres, il ne faut pas oublier qu'on est quand même une petite communauté au Témiscamingue. Quand on dit qu'un décès par suicide atteint 20, 30, 40 personnes autour de lui, et dans les dernières années, on peut compter quand même, tu sais, 10 suicides, c'est depuis, mettons, les 10 dernières années, mais c'est quasiment toute la population qui, de près ou de loin, au Témiscamingue, connaît quelqu'un qui est décédé par suicide. Donc, c'est alarmant. Et quelle est la différence, par exemple, si on prend votre situation en tant qu'organisme ici au Témiscamingue et un organisme semblable au vôtre, mais dans une grande ville comme Montréal ou Québec? Est-ce que la situation est la même? Est-ce que le rôle que vous avez est le même? Le travail que vous faites, est-ce qu'il est le même? Oui, le travail est le même. Ici, au Témiscamingue, je fais la même chose qu'à Gatineau, à Montréal, à Québec. Les services qui sont offerts sont aussi les mêmes. Évidemment, on les adapte à la clientèle, on les adapte, on les met dans le fond aux couleurs un petit peu du Témiscamingue parce que si on prend juste l'exemple au niveau de la confidentialité. Oui. On est un petit milieu. Puis moi, pour avoir travaillé dans un centre de prévention, mais en ville, donc à Gatineau, on n'avait pas ce même souci-là de peut-être que quelqu'un va croiser quelqu'un qu'il connaît dans le centre. C'est jamais arrivé le temps que j'ai été là-bas. Ici, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. La proximité des gens, tout le monde se connaît, donc faire quand même attention beaucoup à ce niveau-là. Mais pour le reste des services, c'est la même chose qui est offerte.
Ici, on offre de l'intervention. Ailleurs au Québec, il y offre de l'intervention. Il y offre de l'intervention auprès des proches. Mais c'est sûr que la masse est moins grande d'individus. Donc, tu sais, pour un centre comme Montréal ou comme Gatineau, qui peuvent avoir 10 000 appels par année, mais qui ont 45-50 intervenants dans leur organisme, nous, on en a beaucoup moins, évidemment. Donc, mis à part l'échelle de grandeur au niveau des demandes de n'importe quel de nos services, pour le reste, là, c'est la même chose. Et j'imagine le mot qui demeure aussi pareil partout, c'est confidentialité. C'est la base de tout ça aussi. C'est la base. Évidemment, si on veut que les gens soient ouverts à venir nous parler, à venir être conseillés, parce que des fois, c'est un proche qui vient, parce qu'il est inquiet de quelqu'un, on se doit d'être le plus confidentiel possible. Et c'est vraiment quelque chose auquel on fait très, très attention. Et le nerf de la guerre aussi là-dedans, c'est le financement. Évidemment, comme tous les organismes communautaires, là, le financement est une de nos priorités là, dans nos préoccupations. Donc, l'activité qui s'en vient, c'est le fameux jug curling. Qu'est-ce que c'est le jug curling d'abord? Le jug curling, c'est l'activité de financement qu'on a mis en place. Ça va être notre 3e année. Dans le fond, c'est une activité sportive amateur, on va dire ça comme ça, familiale aussi, parce qu'on invite les enfants à venir avec les parents. Dans le fond, un peu comme le curling habituel, mais jouer avec des cruches de Javex. Mais c'est le même, quand on arrive à l'aréna, c'est les mêmes dessins qu'il y a sur la glace qu'un curling habituel, mais avec un petit peu plus de plaisir, là, des cruches de sable. Est-ce qu'il y a des règlements qui diffèrent ou des règlements à suivre qui sont expressément pour le jug curling? Non, c'est beaucoup plus, je vous dirais, c'est moins formel que du curling. Okay. Donc, il y en a qui vont porter des balais, mais c'est pas une obligation versus ce qu'on voit à la télé ou pour ceux qui ont déjà joué au curling. C'est vraiment de s'amuser. Hein. Le but, c'est comme au curling, on a le centre, il faut rapprocher nos cruches le plus possible pour faire le maximum de points au centre du rond rouge. Et là, ben, on s'amuse à travers tout ça. C'est des équipes de 4? Oui, des équipes de 4 personnes. C'est 20 $ par personne pour l'inscription et du plaisir. Puis c'est de 7 à 77 ans, à 97 ans? Oh oui, on accepte les enfants. C'est sûr que il faut, comme parent, il faut savoir que c'est quand même une cruche qui est assez pesante. Donc, il faut que l'enfant soit capable là, de pouvoir lancer la cruche. Mais si l'enfant est capable de faire ça, on va l'accepter. Est-ce qu'il y a des inscriptions qui sont limitées? On ne limite pas les inscriptions. C'est sûr que habituellement, on tourne autour d'une 20aine d'équipes. Un maximum qu'on pourrait avoir, c'est probablement une 40aine d'équipes. Là. Donc, il n'y a pas de maximum nécessairement. Mais c'est sûr, par exemple, qu'au niveau de la limite du temps, là, oui, parce qu'on doit quand même préparer la glace et faire la pige au sort pour l'horaire, dans le fond, des parties. Donc, maximum le lundi précédent, là, le 12 mars, finalement, on demande pour l'inscription. Oui, on demande à ce que les équipes soient inscrites. Donc, on joue pour la bonne cause, mais il y a des prix à gagner aussi. Oui, on a de nombreux partenaires depuis les 3 dernières années, des commanditaires qui nous offrent des produits. Ça peut être... il y a une vase de produits. Il y a beaucoup de salons de coiffure qui vont nous offrir des soins de coiffure. Et le prix pour la 2e année pour l'équipe gagnante, parce que c'est quand même compétitif un peu. Oui, un petit peu. Donc, pour l'équipe gagnante, c'est encore... chacun des membres de l'équipe va recevoir un laissez-passer pour le Festival Western des Geeks. Donc, pour assister au rodéo et tout ça. Très beau prix. Parce que ça se passe au Colisée de Gig aussi, ce jug curling, on avait oublié de le dire. Oui. Donc, comment on fait, Linda, pour s'inscrire par rapport au jug curling? Vous pouvez soit me téléphoner au Centre de prévention du suicide, donc je laisse le numéro 622-7777, ou visiter notre page Facebook et nous écrire un petit mot du nom de l'équipe ou d'une personne à contacter. Puis on va rentrer en contact avec vous pour confirmer l'inscription. D'accord. Et on rappelle aussi aux gens qui sont dans le besoin ou encore les familles, l'entourage de ces personnes-là, n'hésitez pas à contacter aussi le Centre de prévention du suicide du Témiscamingue. Oui, effectivement. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. On va faire du mieux possible pour vous aider. Merci, Linda. Merci beaucoup.
Le dimanche 4 mars dernier avait lieu l'ouverture officielle du refuge pour animaux du Témiscamingue, situé au 701 route 382 à La Verlochère. Tel que décrit par le journaliste Boualem Adjouti de ICI Radio-Canada, le refuge va accueillir des animaux abandonnés sur le territoire de la MRCT afin de leur retrouver leur propriétaire ou encore de leur chercher une nouvelle famille. Selon le président du refuge, Richard Bérubé, l'organisme sera aussi chargé de vendre des licences pour animaux et de plusieurs autres services, comme par exemple donner des conseils lors de l'adoption d'un animal. Plusieurs bénévoles ont travaillé pendant des années pour réaliser le projet. La préfète de la MRCT, Claire Bolduc, salue leur engagement et affirme que le service est nécessaire pour la région. Elle mentionne au passage que la MRC est prête à réviser au besoin son règlement pour les animaux de compagnie qui ne reçoit pas l'adhésion de toutes les municipalités. 11 municipalités n'ont pas encore adhéré au règlement, dont 2, Témiscamingue et Ville-Marie, qui ont conclu des ententes bilatérales avec le refuge pour les animaux. TV Témis était sur les lieux lors de l'ouverture officielle. Voici notre reportage. Aujourd'hui, dimanche le 4 mars, c'est l'ouverture officielle du refuge, car il y a 2 semaines, on a fait une porte ouverte, on a accueilli au-delà de 200 personnes. Et aujourd'hui, c'est surtout pour le public en général et les conseils municipaux de la région et même Mme Claire Bolduc qui est ici actuellement pour venir inaugurer le nouveau refuge du Témiscamingue. Après beaucoup de travail, beaucoup de cœur des bénévoles, beaucoup de travail de tête de tous les dirigeants, c'est l'ouverture officielle du refuge. Depuis 4 ans, on parlait de projet de refuge et à partir d'aujourd'hui, on peut dire c'est le refuge. Le projet est terminé et on fait la porte ouverte aujourd'hui et on va commencer à opérer demain, à partir de demain. À l'intérieur, actuellement, on a 10 enclos terminés. Possibilité de 2 de plus. Et c'est à peu près tout. Parce que lorsque les animaux sont rendus dans l'enclos, ça, c'est des animaux prêts à partir. Puis l'autre côté, dans la section nord, je dirais, là, du bâtiment, là, c'est la place des chats. On a quoi, une vingtaine de cages pour les chats, là. Au début, c'est 3 personnes du Témiscamingue, dont Francine Baudouin, Dominique Dubois et Patricia Duquette, qui ont eu l'idée de faire un refuge pour les animaux parce qu'on avait beaucoup de chiens et chats abandonnés sur le bord des routes, des chiens errants, en tout cas de la maltraitance, de la surpopulation. Et ça s'est passé en 2013. En 2014, ils ont formé un CA. En juillet 2016, on a procédé à l'achat du bâtiment. Le bâtiment appartenait à un groupe minier de Rouyn-Noranda. Ça fait plusieurs années qu'ils entreposaient tous les échantillons de mines. Puis on savait que c'était à vendre. On a approché les propriétaires. Et le propriétaire était d'accord à nous le vendre. Et on a tout réaménagé le bâtiment pour recevoir les animaux. On a repeinturé, on a refait les planchers, on a tout démanché les établis qu'il y avait, tous les accessoires pour couper les échantillons de mine. Et on a vraiment aménagé ça pour recevoir les animaux, là, tout en plastique. Olimel utilise dans le porcherie avec des cages en broche. Puis c'était une grosse opération, mais aujourd'hui, on a terminé, de manière disons, hier soir, le tout. Fait que là, aujourd'hui, tout est fait. On peut dire que c'est plus le projet, c'est vraiment le refuge des Témiscamiens. Toute notre CA est très fière parce qu'il y a eu beaucoup de bénévoles, de dons. Quand je parle de dons, c'est monétairement, de temps et de matériel de la part des gens du Témiscamingue et même d'autres régions aussi qui nous ont remis des dons quand même assez bons là, pour qu'on soit capable de rénover, être capable d'aménager notre local ici, là. La transformation du bâtiment est impressionnante. De rendre un bâtiment industriel aux normes requises par le MAPAC pour un refuge, c'est impressionnant. C'est à toutes les fois qu'on nous montre une installation, on nous dit « ici, c'est telle entreprise qui a permis qu'on puisse faire ça, qui ont mis de la main-d'œuvre, qui ont offert des matériaux, qui nous ont facilité le travail. » Alors ça, c'est impressionnant. La deuxième chose qui m'impressionne, c'est le respect de tout ce qu'on aura à faire ici et les installations qu'on s'est données pour ça. Les zones d'isolement pour les animaux qui arrivent, pour les chats ou les chattes plutôt qui vont avoir des petits, pour les zones où on peut mettre en valeur les animaux à adopter, autant les chats que les chiens. Tout est pensé pour faciliter le travail des bénévoles, pour être
un lieu agréable pour les animaux. Et je le répète, c'est une infrastructure unique que des bénévoles ont offert à l'ensemble de la population du Témiscamingue. Quelle merveilleuse idée! C'est une fierté pour nous autres de l'accueillir. Depuis le début, on avait travaillé beaucoup avec les bénévoles. Richard est venu me rencontrer à la municipalité et nous parlait du local ici, puis on a toujours appuyé cette demande-là. Lorsqu'il y a eu les portes ouvertes, dernièrement, on a assisté, beaucoup de gens y ont participé. Je pense que les gens s'aperçoivent que c'est un besoin qu'on avait ici au Témiscamingue. C'était la seule région qui n'avait pas de refuge pour les animaux ou de SPCA. Et c'était toutes les municipalités qui recueillaient les animaux dans leur village qui étaient errants ou maltraités. Ils amenaient le garage municipal. Puis certains gardaient 24 heures, d'autres 2 jours, 3 jours. Puis c'était pas réclamé, mais c'est dommage pour l'animal, mais il était euthanasié. Là, on a produit un règlement pour les animaux du Témiscamingue, parce que car au Témiscamingue, actuellement, il y a 19 réglementations différentes et c'est complètement inapplicable. Alors, on s'est référé beaucoup à la réglementation de Gatineau, parce que c'est une des plus complètes au Québec. On a vérifié la réglementation de Val-d'Or, de Rouen et la réglementation qu'il y avait actuellement au Témis. Là, vu qu'il y en avait 19, on est allé chercher les meilleurs articles et on a produit un document. Il nous fallait un document pour partir quelque part. Et actuellement, là, il y a 10 municipalités qui sont retirées. Puis je les comprends aussi, c'est correct. C'est un document de départ. Et à l'automne, il va y avoir un groupe de formés pour regarder la réglementation, qu'est-ce qui va être pratique pour le Témiscamingue. La moitié des municipalités souscrivent au règlement, donc elles sont associées à l'application du règlement. Et les 2 villes, Ville-Marie et Témiscamingue, ont leur propre règlement qui est le même que celui de la MRC. Alors, soyons clairs, c'est un règlement on va le mettre en œuvre, on va vivre avec, on va voir si on peut l'améliorer. Et pour ça, on est très à l'écoute des commentaires des citoyens, des citoyennes ou des bénévoles. On va aller de l'avant avec le règlement et on va voir comment ça se vit. Mais déjà, ce qu'on entend, c'est que c'était une bonne chose, qu'on en avait besoin et que ce sera certainement un règlement qui va vivre, avec lequel on va évoluer et qui va bien vivre au Témiscamingue. Les Pirates de Ville-Marie ont remporté le premier match de la série 3 de 5 contre les Rattlers de Bradford, 6-5. Un deuxième match se tenait à Ville-Marie le samedi 3 mars et les partisans ont eu droit à un match enlevant. C'est en fusillade que s'est conclue cette soirée qui a donné la victoire aux Rattlers 7-6. Voici le résumé du match avec notre collaborateur Francis Prudhomme. Ce reportage vous est présenté par Desjardins, fier de contribuer à la fougue du hockey au Témiscamingue. Après 2 matchs, c'est l'égalité 1-1 dans la série opposant les Pirates aux Rattlers de Bradford. Ce soir, défaite des Pirates en tir de barrage 7-6, eux qui l'avaient emporté en fusillade lors du premier match à Bradford. C'est une série qui joue, il y a de l'intensité, il y a beaucoup de vitesse, c'est les 2 côtés. C'est les erreurs, on paye, nos erreurs qu'on fait, on paye cher pour à toutes les fois. Eux, ils en font aussi des erreurs, mais on n'est pas capable de la mettre dedans. On a eu beaucoup de chances de marquer plus qu'eux autres ce soir encore. Ça n'a pas voulu rentrer. C'est ça qui indique un petit peu la série à date. Mais la première game, on aurait pu la donner à eux autres, puis ça aurait été correct. Mais là, ce soir, on la méritait, puis on ne l'a pas eu. Fait que le retour de l'ascenseur est arrivé. Là. Ce soir, un match très physique. Bradford a frappé Ville-Marie très fort, avec des coups vicieux par moment. Mais Ville-Marie n'a pas bronché. Je pense que tout le monde a compris ce soir. Ça serait très serré, qu'on va jouer jusqu'au bout. 2 matchs au tir au but. Aucune équipe veut la laisser passer. À Bradford, écoute, on n'a peut-être pas bien joué. Peut-être on ne la méritait pas, mais on l'a gagné. Et malheureusement, on l'a mérité, comme disait Alain, mais on ne l'a pas gagné. Mais comme il a dit, on a perdu un match, on n'a pas perdu la guerre. Donc écoute, on va oublier ça. Puis mardi, on sera à Bradford et on va faire comme au début. Puis on va les battre. Et puis voilà. Puis qu'est-ce que vous allez devoir faire dans le prochain match, selon vous, pour l'emporter? Plus discipliné dans le sens de fermer le jeu à la ligne bleue, pas donner que les défenseurs, il faut qu'ils arrêtent de pincher sur les attaquants de l'autre côté parce qu'ils ont beaucoup de vitesse, puis ils attendent juste ça. Fait que les autres, il faut rien chipper le puck à l'extérieur de la zone, puis ils partent à 2 contre 1. On a donné encore trop de 2 contre 1 ce soir. C'est ça qui nous a coûté le match. La discipline, surtout, sur la discipline depuis le début de l'année, on en parle, on joue des tours. Je pense que c'est vraiment le principal sujet. Après, on va continuer à travailler fort. Écoute, on va travailler devant le but parce que Babin, c'est un bon gardien, mais une fois qu'on travaille devant, il est vraiment perdu. Donc, écoute, on va travailler le plus fort possible et on
on verra bien comment ça se passe. Le prochain match aura lieu mardi à Bradford. Prochain match à domicile mercredi soir à Ville-Marie. Un reportage de Francis Prudhomme pour TV Témis. Desjardins est fier de vous avoir présenté ce reportage des Pirates de Ville-Marie. Desjardins, là pour contribuer au mieux-être des individus et des collectivités. Notez que la série opposant les Pirates de Ville-Marie et les Rattlers de Bradford se poursuit et qu'au moment d'enregistrer ce bulletin de nouvelles, seulement 2 matchs avaient eu lieu, donnant 1 point à chaque équipe. La paroisse Sainte-Trinité de Rouyn-Noranda a annoncé sur sa page Facebook le décès de l'évêque fondateur du diocèse de Rouyn-Noranda, Monseigneur Jean-Guy Hamelin, le 1er mars dernier, à l'âge de 92 ans. Né le 8 octobre 1925 à Saint-Séverin de Prouville, il est ordonné prêtre à Trois-Rivières le 11 juin 1949. À la création du diocèse de Rouyn-Noranda, le pape Paul VI l'a nommé premier évêque du diocèse le 29 novembre 1973. Il a été ordonné évêque et intronisé le 9 février 1974 à Rouyn-Noranda par le cardinal Maurice Roy, archevêque de Québec. Il a été évêque de Rouyn-Noranda de 1973 à 2001. Durant son épiscopat, il a surtout travaillé pour établir les principales structures de fonctionnement administratif et pastoral du diocèse. Et après sa démission en 2001, c'est Monseigneur Dorylas Moreau qui a pris la relève. Monseigneur Hamelin a vécu sa retraite dans la capitale du cuivre et sa fin de vie au CHSLD Pie XII de Rouyn-Noranda. Afin d'en apprendre plus sur l'homme qu'il était et sur l'héritage qu'il laisse derrière lui, nous avons rencontré Rénald Dufour, curé dans le secteur nord du Témiscamingue. Curé Dufour, bonjour. Bonjour, Madame Jutras. On a tous et toutes été touchés par le décès de Monseigneur Hamelin. Quelle a été votre réaction à vous? Bien, j'ai été particulièrement choyé, je dois vous dire, parce que le 1er mars au matin, j'étais à Rouen et je me dis comme ça, je devrais passer à Monseigneur Hamelin. J'ai vérifié que son ancienne secrétaire, elle dit, oui, je pense qu'il t'attend. Je dis, OK, je vais y aller l'après-midi. OK. Puis en sortant de l'évêché, vers 11h30, 11h40, je dis, comme il est très malade, fatigué, ça ne durera pas longtemps, il ne me gardera pas longtemps. Je dis, je peux passer avant dîner. Et je suis passé avant dîner, on a eu un échange de quelques minutes, il était effectivement très fatigué, mais toujours lucide, très lucide. Et puis bon, je l'ai embrassé, je l'ai béni. Et puis j'ai appris en fin d'après-midi qu'il était mort vers 1h moins quart. Alors j'ai été choyé. Wow. Et comme je l'ai vu fatigué depuis ces derniers temps, sa mort, tout en brassant beaucoup de souvenirs, comme de quelqu'un qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie, bien, en même temps, c'est une profonde délivrance. Puis il entre dans la lumière dans laquelle il croyait. Oui, c'est ça. Il entre enfin chez Dieu, sa résidence intérieure. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous, Monseigneur Hamelin? Bien, d'abord, c'est un évêque. C'est donc dire, alors moi, je l'ai connu en 60... Moi, je suis arrivé à Rouen en 1974. Et pour vous faire sourire un petit peu, je ne savais même pas c'était où Rouyn-Noranda. Okay. À l'époque, ça s'appelait Rouen. Moi, j'enseignais à Sudbury, en Ontario. Et puis, on m'offre un contrat d'1 an pour enseigner la chimie, mathématiques et biologie au séminaire Saint-Michel de Rouen. Je ne savais même pas c'était où sur la carte. Alors, quand je suis monté en autobus depuis Rimouski, j'ai trouvé ça très, très loin. Alors, et puis, dans les rites de l'accueil, à un moment donné, on annonce que l'évêque du diocèse va être là. Okay. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? J'apprends que le petit séminaire est collège catholique privé. Et bon, là, on fait un rallye, puis autour de la table, il y avait Monseigneur Hamelin. Très agréable. Et plus tard dans l'automne, je reçois un appel de l'évêché, Charles Lambert, qui était devenu vicaire général, qui me demande si j'accepterais d'être secrétaire d'un comité qui a comme tâche la rédaction de la constitution du Conseil diocésain de pastoral. J'ai dit, prendre des notes, ça me va. Je suis allé à la première rencontre, puis je verrai, parce que je n'étais pas très chaud pour ces affaires-là. J'étais croyant, catholique, mais l'organisation ecclésiale, je viens d'une famille un peu, du côté de mon père, anticléricale, alors ces affaires-là, je ne voulais pas me mettre la main dans le tordeur. Puis après la première journée, Monseigneur Hamelin nous a fait des crêpes, voilà, il était très accueillant, puis je le trouvais très ouvert. Alors, je trouve ça intéressant, avec Colette Côté, Luc Bergeron du Témiscamingue. Alors, le comité a bien travaillé. Et finalement, je suis resté. Et puis, quand il a créé le comité, il me demande si je n'accepte pas d'être animateur du comité, du conseil
du conseil diocésain pastoral. Ben, je dis, ça veut dire quoi? Ben, il dit, ben, on prépare l'ordre du jour ensemble, puis tu t'assures qu'on passe à travers l'ordre du jour, puis si j'ai quelque chose à dire, ben, je te fais signe, puis tu... OK. Ah, ben, je dis, ce n'est que ça, très bien. Alors, c'était très bien, et puis je lui dois également beaucoup de choses intéressantes dans ma vie. Alors, d'abord, il a été un homme de confiance. Il faisait confiance. Ouais. Monsieur Ramelin, il était un homme de conseil, il a fréquenté des grandes organisations, alors il était capable de donner des bons conseils. Alors, un jour, il me demande pour devenir directeur, animateur du camp d'été qu'on avait à ce moment-là à Fatima. On recevait 400 enfants dans l'été. Moi, je voulais accepter d'être directeur du camp des garçons, parce que les 5 frères qui venaient de Montréal ne viennent plus. Etc. Alors, ça m'a pris 1 heure. Là, j'ai vu comment il était respectueux. Parce que moi, je lui disais, non, monseigneur, moi, j'ai travaillé avec des adolescents, des jeunes de l'université. À partir de 14 ans, moi, j'étais habitué. Mais des petits de 9 ans, 10 ans, qui pleurent parce qu'ils s'ennuient de leur maman. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, il m'a accordé d'objections pendant 1 heure de temps. Puis, je me rappelle la finale, c'est... Il dit, non, Rénal, on a besoin de toi. Ben, je dis, Monseigneur, oui, je vous accorde que vous avez besoin, mais moi, je suis incompétent pour travailler avec des enfants. Ben, il dit, ouais, mais il dit, qui qu'on va envoyer? Ça a pris 1 heure. Je dis, vous n'avez pas d'envoyer quelqu'un d'incompétent. Il dit, mais nous, on pense que tu es capable, puisque tu travailles avec des ados, tu travailles avec des équipes, tu travailles avec beaucoup de monde. Alors, finalement, à la fin, après 1 heure, je dis, écoutez, Monseigneur, on ne perdra pas trop de temps, là. Si vous me le demandez en vertu de l'obéissance, je vais y aller. Il dit, mais non, je ne te demanderai pas en vertu de l'obéissance. Alors, ça a pris 1 heure avant qu'ils me disent, bon, si c'est le seul moyen, je te le demande par obéissance. Ah, oui. Alors là, je me suis mis à genoux, je dis, bénissez-moi. Et là, bon, il m'avait béni. Puis, et en ce sens-là, je lui dois tout ce que j'ai développé après, qui a marqué ma carrière. Oui, c'est ça. C'est tout l'engagement auprès des plus jeunes. Parce que moi, les plus jeunes, ça m'énervait parce que qu'est-ce que tu veux qu'on fasse quand un enfant? Un enfant, c'est fragile, c'est de la cire chaude, on les influence. Alors, ça me faisait peur terriblement de ne pas être correct avec eux. Les ados, ça va, on dialogue, on se coltaille, c'est vivant. Mais des petits, c'est la fragilité même, etc. Alors depuis, j'ai travaillé beaucoup avec les enfants aussi, tout en continuant à travailler avec des ados. Donc, vous êtes devenu ce que vous êtes grâce en partie. Absolument, absolument. Et pour ce qui est de devenir prêtre, alors là, c'est encore plus drôle, parce qu'il ne m'a jamais demandé de devenir prêtre. Alors un jour, au fur et à mesure des années, je dis, bon, peut-être que dans mon cœur, dans le cheminement, je dis, bon, peut-être que je pourrais servir comme prêtre. Mais je ne savais pas comment demander. C'est ça. Alors, j'avais mon soeur Ramelin, encore là, ça doit avoir pris 1h30 de vire d'un bord de l'autre. Je dis, Monseigneur, est-ce que ça pourrait que... Parce que moi, j'avais peur, j'ai encore d'ailleurs peur parfois, que ce soit une projection. En sens que je me dise, c'est moi qui veux être prêtre. Or, moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ça. Dans ma théologie du ministère, c'est Dieu qui appelle au fond du cœur. Et là, je me disais, ben oui, mais peut-être que c'est une projection, peut-être que je me fais à croire que... Puis là, je lui parle de ça, puis... Est-ce que vous pensez que ça pourrait être envisageable? Puis là, moi, je dois les circonlocutions, là. Puis à un moment donné, je dis, bon, bref, est-ce que vous croyez que je pourrais être prête? Il part à rire généreusement. Il dit, qu'est-ce qui t'empêche? C'est ça. Je dis, j'ai peur que ce soit une projection. Ah, tu es tout à fait légitime. J'espère que tu vas garder cette crainte-là, qui te gardera prudent, tu ne te prendras pas pour un autre, etc. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant. Finalement, je suis rentré au grand séminaire pour discerner si je voulais être prêtre. Ça a pris une année et demie complète avant que je dise, bon, j'arrête de me questionner. Alors, d'autres choses que je me rappelle de lui, il a fait du scoutisme. Il m'a encouragé beaucoup dans le scoutisme. Il avait été aux armées comme aide de camp du cardinal Leroy, qui était évêque aux armées à l'époque. Alors, quand on m'a demandé pour aller aux armées, il dit, essaie de trouver comment ça peut marcher dans ton temps. Là, alors, il a toujours été très soutenant. Un jour, j'avais un congrès, on m'invite à un congrès au Venezuela, congrès international des Cursillos de Cristiandad, un mouvement catholique. Puis ça tombait, c'est pas une semaine, là, tu pars pour un mois. Là. Alors, j'avais déjà des engagements. Il dit, on va organiser ça. On te demande d'aller, vas-y, c'est une expérience inoubliable. Et là où il m'a énormément aidé aussi, c'est quand le président de la commission régionale sur l'avenir du Québec, M. Jules Arsenault, qui est directeur de l'université, un grand ami aussi, et qui me demande pour être commissaire à la commission sur l'avenir du Québec.
J'étais curé de la paroisse Sacré-Cœur à Noranda. Wow! Devenir commissaire. Alors, je téléphone à Monseigneur Hamelin, mais il dit, ben, toi, est-ce que tu veux y aller? Ben, j'ai dit, ben, je trouve ça une expérience intéressante. Hein? Et on va rencontrer des milliers de gens, on va dire des... Puis c'était important, c'est un moment important de notre histoire collective. Alors, il me dit, ben, si tu veux y aller... Ben, j'ai dit, Monseigneur, j'aurais préféré que ce soit un évêque qui y aille, parce que je trouve que les évêques du Québec devraient avoir... On devrait avoir un évêque... il dit, non, on a décidé en assemblée de pas... de laisser le peuple québécois... Je dis, ben oui, OK. Finalement, il me dit, si tu veux y aller, c'est correct. Okay. Alors, j'ai décidé d'y aller. J'ai fait une magnifique expérience avec des petites inquiétudes au niveau de la communauté parce que certains croyaient que c'était un parti pris. Bon, on a le droit d'avoir des opinions citoyennes aussi. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé Monseigneur Hamelin. Ça semble quelqu'un qui était très humble aussi, parce que alors, ça a été le premier évêque de notre diocèse. Oui. Mais on dirait qu'il laissait la place à tout le monde sauf à lui. Est-ce que c'est non, je dirais pas. Non, je dirais il y a un côté princier quand même. Monseigneur Hamelin, c'était Monseigneur Hamelin. Hein. Oui, il était princier, mais je dirais un bon prince, là, qui est capable de consulter véritablement, de demander l'opinion, puis de dire, OK, très bien, OK, vous pensez ça? Alors, je pense qu'il était un homme d'équipe. Et non pas autosuffisant, non. Il lisait beaucoup. Oui. Et il acceptait d'être interpellé. Je me rappelle, parce qu'on n'était pas toujours d'accord. Alors, entre autres, sur la question de la gestion de la communauté humaine. Alors, moi, j'étais un peu plus socialiste qu'il ne l'était. Alors, il trouvait ça un petit peu embêtant. Mais on riait de ça aussi, parce que j'avais déjà dit, écoutez, vous savez, j'ai déjà voté pour le Parti rhinocéros. Alors, ça il dit, voyons, Rénal, c'est pas sérieux. Je dis, parce que vous croyez que la politique, c'est toujours sérieux? Alors, on avait beaucoup de... C'était très simple, très vrai, très dialogal. Puis, pas toujours d'accord. Je me rappelle quand je suis parti. Un jour, j'avais demandé un congé sabbatique. Alors, sur Paris, pour l'an 2000, j'allais passer une année à Paris. Et ça, j'ai apprécié beaucoup aussi. J'avais besoin d'un petit peu de recul. Je trouvais que la réforme des structures de l'Église diocésaine piétinait. Là, il consultait beaucoup, puis donc ça piétinait. Et puis, j'ai dit, non, j'ai besoin d'un recul. Et puis, j'ai dit de toute manière, Monseigneur Hamelin, ne vous inquiétez pas, quand je reviendrai, vous savez, on ne s'est pas rendu très loin. J'avais même dit, ça l'avait un petit peu fait tiquer, j'avais dit, vous savez, lorsque je reviendrai, je n'aurai pas besoin de courir pour rattraper le train qui aura peut-être quitté la gare. Alors, puis il est parti à rire. Il y avait une capacité d'accueillir la différence, puis même l'opposition, de dire, bon, je ne suis pas d'accord avec vous, mais de façon il était très dialogal. C'est Monseigneur Moreau, Dorélas Moreau, qui a succédé à Monseigneur Hamelin. Quel héritage vous pensez qu'il a laissé, Monseigneur Hamelin, une fois son au niveau du diocèse, pour le diocèse comme il est fondateur, il a créé l'organisation de base. Alors, moi, je pense que dans un des grands héritages, au niveau des femmes, il a permis à plusieurs femmes. On a eu une chancelière qui était femme, et c'est encore présentement, c'est encore une femme qui est chancelière. On a même eu à l'époque... C'était important pour lui de laisser la place aux femmes de plus en plus, en fait. Il est vraisemblable de penser qu'il n'a pas été promu, il n'a pas été muté ailleurs à cause peut-être de ses positions en faveur de l'ordination des femmes, ou en tous les cas d'une large place pour les femmes dans la gestion de la communauté. Alors, il racontait toujours avec humour aussi comment à Rome, des gens allaient le voir pour lui montrer avec des livres, montrer comment l'ordination des femmes n'était pas souhaitable. Puis il me disait avec humour, tu sais, ça ne change pas du revers de la main. Alors, l'héritage, donc au niveau de ça, la promotion du laïcat aussi. Mais Monseigneur Hamelin, c'était un laïcat, non pas dans la sacristie, ni dans la gestion immédiate de la communauté, mais dans la transformation du monde. Il était très marqué par Gaudium et Spes, le document, ce qu'on appelle la constitution dogmatique de l'Église, qui avait été votée au Concile. Il l'a enseigné de nombreuses années. Et entre autres, au paragraphe 36, je pense, où on dit « C'est par leur travail dans la cité que les chrétiens préparent le royaume de Dieu. » Par exemple, le travail que vous faites maintenant, c'est comme ça que vous préparez la matière du royaume de Dieu. Par votre loyauté dans votre travail, votre joie, votre présence, votre manière de vivre, votre travail quotidien, c'est comme ça que vous préparez la matière du royaume. Et non pas
est-ce que je peux faire ceci dans la communauté catholique? Il y a d'autres spécialisations, mais la majorité des chrétiens travaillent dans le monde, si on peut dire. Et c'est de leur faire prendre conscience, puis avec émerveillement, que ce qu'elles font, c'est la manière de préparer la matière du royaume. De sorte que les clercs, les prêtres, les évêques, etc., ils servent à encourager dans cette direction-là. C'est pour ça qu'il aimait beaucoup le titre français, c'était « L'Église dans le monde de ce temps ». C'est la communauté humaine et persillée de femmes et d'hommes qui croient que Jésus soulève la pâte et par leur loyauté, en faisant bien ce qu'ils ont à faire. Le pompiste en faisant bien ce qu'il a à faire, toujours en faisant loyalement et, comme on entend souvent dans les cuisines, « Merci maman, c'était très bon. Ah, c'était fait avec amour. » Et que quelqu'un qui cuisine dise « C'est fait avec amour », qu'on puisse étaler ça, tu enseignes, « Ouais, mais j'enseigne avec amour. Je fais de la télé, je le fais avec amour. » Tout ce que je fais, alors c'est ça, c'est grands héritages. Ensuite de ça, qu'est-ce que je pourrais identifier? Présentement, par ailleurs, c'est difficile parce qu'on est à presque 20 ans de distance. Il a quitté en 2001. Oui. Alors... N'empêche qu'il y a beaucoup d'héritage au point de vue la génération comme telle. Il a été le premier évêque, donc toute la génération, je pense à ma génération, à moi, Vous on avez a été tous eu affaire avec lui, c'est ça? Oui, il a confirmé la moitié des gens du c'est diocèse. Les prêtres, moi, il a ordonné, je pense, 7 prêtres, je pense. Aussi. Alors moi, je suis encore là. Alors c'est à cause de lui, je pense. Je pense qu'il va rester dans nos cœurs longtemps. Ah ben oui, moi, son sourire, la joie dans l'espérance, qui était sa devise, là, son sourire. Il y a un sourire qui se promenait sur le monde. Je l'avais croisé une fois dans un aéroport, il partait pour aller faire une mission au Moyen-Orient. Et je l'avais croisé à l'aéroport, puis encore là, la confiance qu'il avait, parce que le Moyen-Orient, c'est un petit peu comme un imbroglio. Mais il allait avec le cardinal Che Garay pour une mission de diplomatie. C'était intéressant. Moi, j'ai beaucoup eu de plaisir avec lui. Curé Dufour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Ça m'a fait plaisir. Notez que la dépouille de Monseigneur Jean-Guy Hamelin reposera en chapelle ardente en l'église cathédrale Saint-Joseph à Rouyn-Noranda, sur les coins rue Gamble et Mercier, le vendredi 16 mars de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le samedi 17 mars à partir de 9h. Les funérailles seront présidées par Monseigneur Dorylas-Moreau en la même église le samedi 17 mars à 11h. Monseigneur Hamelin sera inhumé au cimetière Saint-Michel de Rouyn-Noranda. Selon les informations obtenues par ici Radio-Canada Régional, l'hôpital de Ville-Marie est touché par une nouvelle rupture de service en anesthésie du 4 au 9 mars. Sur son site Internet, le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, se veut rassurant. Il affirme qu'un corridor est mis en place vers une installation qui offre le service. Les usagers doivent toutefois se présenter à l'hôpital de Ville-Marie pour être évalués et transférés aux besoins. L'hôpital de Ville-Marie était déjà en rupture de service du 25 février au 3 mars. Le CIS explique toutefois qu'une rupture annoncée peut ne pas avoir lieu, être écourtée ou se poursuivre au-delà de la période indiquée. Cette nouvelle rupture de service en anesthésie d'une semaine à compter de dimanche 4 mars à l'hôpital de Ville-Marie inquiète la préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc. En entrevue avec le journaliste Boilem Adjouti, Mme Bolduc s'est dite préoccupée par l'inaction et le silence des dirigeants du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Elle affirme qu'il y a une grande insatisfaction à l'égard du système de santé dans la région. D'ailleurs, elle compte interpeller le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, et les responsables du CIS à ce sujet. Selon Claire Bolduc, plusieurs personnes de l'Abitibi-Témiscamingue discutent actuellement en vue d'une action collective pour exiger l'amélioration de la qualité des services de santé. La Nielle prépare son poste d'accueil pour le Parc national d'Opémican. La préouverture du parc de la CEPAC est prévue le 23 juin et comme l'indique la journaliste Tania Neveu dans un article sur le site Internet de ici Radio-Canada Régional, la municipalité d'un peu plus de 80 habitants a récemment fait l'acquisition d'une maison qui servira de point d'accueil pour les visiteurs. Le comité municipal de la Nielle a investi 250 000 $ pour l'aménagement de son territoire et l'achat d'infrastructures. La présidente du comité municipal de la Nielle, Patricia Noël, a précisé qu'il y aura aussi une halte nautique pour des gens qui veulent louer un quai pour la saison ou arrêter pour une journée. Il y aura aussi une section récréo-touristique où il y aura une aire de baignade et des jeux pour enfants. C'est à partir de ce poste d'accueil aux abords du lac Kipawa que les visiteurs pourront obtenir leur accès au parc et louer des équipements dès la fin du mois de juin.
La CEPAC louera les locaux du kiosque touristique. Le directeur du Parc national d'Opémican, Danny Garot, explique que les partenaires sont essentiels pour la mise sur pied d'un tel projet. En 2019, un autre poste d'accueil sera érigé à la pointe Opémican. D'ailleurs, on vous rappelle qu'une douzaine de postes sont actuellement à pourvoir en vue de la préouverture du Parc national d'Opémican. Pour la plupart, il s'agit d'emplois occasionnels ou saisonniers. Les tâches sont surtout reliées à l'accueil, l'aménagement et la surveillance du parc. Les détails concernant ces postes sont disponibles sur le site Internet de la CEPAC. Grâce à un investissement gouvernemental, le Centre communautaire de la Tulipe et Gaboury a fait peau neuve. Il a ainsi pu être présenté à la population lors d'une soirée festive le 24 février dernier. Le journaliste Guillaume Gonzalez précise dans un article du journal Le Reflet que les rénovations ont été autant extérieures qu'intérieures. Salles, planchers, fenêtres, recouvrement des murs, salles de bain, bar, cuisine ont été tous remis à neuf. La mairesse de la Tulipe et Gaboury, France Marion, a précisé qu'une ouverture pour les citoyens a d'abord été faite afin de la faire découvrir aux citoyens en premier. Une ouverture officielle, plus protocolaire, se fera probablement au mois de juin prochain. Le bâtiment datant de 1972 a pu être rénové notamment grâce à une aide provinciale provenant du ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire à la hauteur de 590 000 $. La municipalité de la Tulipe et Gaboury a complété le financement pour un total de 843 000 $. Selon les informations recueillies par la journaliste de Radio-Canada Tania Neveu, le maire de Laforce, Gérald Charron, va rejeter le rôle d'évaluation de la MRC et il entend aussi refuser de payer les frais reliés au service de la Sûreté du Québec sur son territoire. Selon les données de la MRC de Témiscamingue, Laforce compte 508 résidents. Du nombre, plus de la moitié proviennent de la communauté autochtone de Winoway. Cette dernière n'est pas reconnue comme une réserve. La municipalité de Laforce doit donc payer les frais reliés au service de la Sûreté du Québec pour 508 personnes, ce qui représente annuellement 10 000 $. Ce qui est contradictoire, c'est que la MRC ne considère que les résidences en dehors de la communauté autochtone dans son rôle d'évaluation, ce que le maire Charron déplore. Je le cite d'ailleurs à ce sujet, « C'est plus que la moitié des immeubles de la Force qui ne sont pas évalués. Je considère que c'est une injustice pour la Force car on a un gros manque à gagner en frais de taxes. » Fin de la citation de M. Charron, qui compte bien débattre du dossier au prochain conseil de sa municipalité. Pour sa part, la préfète de la MRC de Témiscamingue affirme qu'il est de la responsabilité de la municipalité d'entamer les premières démarches auprès du gouvernement. Interpellé à ce sujet, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, Martin Coiteux, affirme devoir d'abord faire des vérifications. Près de 90 000 $ seront investis sur 3 ans pour développer la filière des produits forestiers non ligneux au Témiscamingue. La MRC de Témiscamingue, la communauté de Témiscamingue First Nation et des acteurs du Nord-Est ontarien souhaitent mieux faire connaître les PFNL et cerner les besoins du milieu. Selon les informations recueillies par Tania Neveu de ici Radio-Canada Régional, la MRC de Témiscamingue travaille depuis 2014 sur le développement des produits forestiers non ligneux. La forêt occupe plus de 90 % du territoire. Les PFNL sont donc très nombreux et leur potentiel est énorme, selon des études réalisées en 2015 par la firme Progigraph. Les champignons, les petits fruits, les plantes médicinales et le thé des bois font partie des produits forestiers non ligneux. Par son projet Tourisme PFNL au Témiscamingue, la MRC souhaite donc mettre en place des actions concrètes pour favoriser l'exploitation de la ressource et vulgariser ses propriétés. Parmi celles-ci, notons des actions de concertation, des formations pour une meilleure intégration des PFNL et un colloque ouvert au grand public. La MRC souhaite ainsi que les gens puissent voir et déguster les produits forestiers non ligneux disponibles sur le territoire. L'agent de développement agricole à la MRC de Témiscamingue, Chebou Achirou, souhaite que ce projet contribue au développement économique du Témiscamingue. Le conseiller en ressources naturelles pour la communauté de Témiscamingue First Nation, Danny Bisson, estime qu'il y a entre 25 et 30 différentes espèces de PFNL. Il travaille depuis plusieurs années avec la communauté algonquine afin qu'elle s'implique dans le développement des produits forestiers non ligneux. M. Bisson a expliqué, et je le cite, « À date, on a fait des études qui démontrent que le potentiel est trop grand pour le nombre de personnes qui peuvent cueillir. La communauté, son but éventuellement, c'est d'avoir des sentiers d'interprétation où il y aurait des essences traditionnelles autochtones qui seraient montrées aux touristes. Il y aurait un poste d'accueil. C'est comme ça qu'on voit le projet. » Fin de la citation de M. Danny Bisson.
Notons en terminant que le projet répond à 2 actions du plan de développement de la zone agricole, le PDZA, de la MRC de Témiscamingue. Les producteurs de bœuf de l'Abitibi-Témiscamingue espèrent profiter de la nouvelle politique bioalimentaire qui sera déposée à Québec au printemps prochain. À la veille de ce dépôt, les producteurs de bovins du Québec ont fait savoir qu'ils voulaient augmenter leur production de 50 % d'ici 2025. Tel que décrit par la journaliste Émilie Rivard-Boudreau de Ici Radio-Canada, l'objectif d'augmenter la production bovine québécoise de 50 % d'ici 2025 est encourageante pour des agriculteurs de la relève, tandis que d'autres trouvent l'objectif ambitieux. Félix Desaulniers est copropriétaire de la ferme Plamondon et Fils de Barrault. À 28 ans, le producteur de vaches et de veaux est motivé par cette cible à atteindre. Il a de l'espace pour doubler son cheptel, mais fait face à d'autres défis, telle la difficulté d'investir de gros montants dans les infrastructures, ne sachant jamais si le prix va se maintenir. Comme pour l'ensemble des secteurs en Abitibi-Témiscamingue, il rajoute que le plus gros enjeu est le recrutement de main-d'œuvre. Depuis 2008, la vente de bovins a chuté de 35 % au Québec. Le président du syndicat des producteurs bovins de l'Abitibi-Témiscamingue, Stanislas Gachet, précise que l'augmentation de 50 % permettrait simplement de rattraper la baisse de production subie par les producteurs au cours des dernières années. Le producteur de vaches et de veaux d'Amos, Vincent Boisvert, croit que d'augmenter de 50 % la production québécoise dans le but d'exporter, c'est ambitieux, précisant des questions environnementales et le manque de ressources financières. La professeure-chercheure en agroalimentaire de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Carole Lafrenière, croit qu'il manque de recherche sur l'acceptabilité sociale des projets agricoles. Selon elle, cependant, l'Abitibi-Témiscamingue possède l'espace, la qualité des fourrages et le savoir-faire pour augmenter considérablement sa production de veau d'embauche. C'est donc un dossier à suivre. Sylvain Vachon, agriculteur, président de la Fédération régionale de l'UPA et souverainiste, se lance dans la course à l'investiture du Parti québécois dans la circonscription d'Abitibi-Ouest. Il annonce donc du même coup sa démission à titre de président de l'UPA de l'Abitibi-Témiscamingue. En entrevue avec le journaliste de la Frontière, Marc-André Gemme, M. Vachon a indiqué avoir toujours eu le désir de défendre la réalité des régions, non seulement sur les questions d'agriculture, mais dans tous les domaines. Il considère que l'Abitibi-Témiscamingue vit avec des réalités complètement différentes du reste du Québec. Selon lui, il n'y a qu'un seul vrai parti des régions et c'est le Parti québécois, précisant que, selon lui, c'est le seul parti social-démocrate digne de ce nom. Il demande donc aux militants de la formation de lui faire confiance et de l'élire comme successeur de François Gendron pour les élections du 1er octobre. M. Vachon a également insisté sur le fait que la souveraineté demeure son objectif ultime. Il explique que pour atteindre la souveraineté, il faut des régions fortes. Il dit que c'est ce qu'il veut offrir aux membres du parti, un candidat fort, solide, qui est capable de défendre leur réalité au sein du Parti québécois. D'ailleurs, à la suite de la démission de Sylvain Vachon, le conseil d'administration de la Fédération de l'UPA de l'Abitibi-Témiscamingue a annoncé qu'il a procédé à la nomination de Pascal Roux pour terminer le mandat de la présidence jusqu'à l'automne 2019. Pascal Roux siégeait au conseil d'administration de la Fédération régionale à titre de président des producteurs de grains d'Abitibi-Témiscamingue, poste qu'il occupait depuis 2013. Il a aussi siégé au conseil d'administration des producteurs de grains du Québec comme vice-président de 2010 à 2013 et il siège maintenant comme administrateur. M. Roux est producteur de grains de bois dans la municipalité de Sainte-Gertrude-Manneville, dans la MRC d'Abitibi. Il est également maire de sa municipalité, président du Centre local de développement d'Abitibi et il est préfet suppléant de la MRC d'Abitibi. M. Roux compte plusieurs années d'expérience à titre d'administrateur dans la structure de l'UPA, notamment à son syndicat local depuis 2008 et au syndicat des producteurs de lait dans les années 80. Au cours de son mandat, M. Roux souhaite travailler à mettre en place des conditions gagnantes pour favoriser une occupation dynamique du territoire par des entreprises agricoles. Valorisant le travail d'équipe, M. Roux a aussi la volonté de travailler de façon encore plus régulière avec les MRC du territoire. Dans son 3e budget déposé le mardi 27 février dernier, le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, a misé notamment sur l'égalité des sexes, la réconciliation avec les Autochtones et la science, tout en ajoutant des mesures visant la classe moyenne.
Sur le site Internet de ici Radio-Canada, on retrouve un résumé des mesures principales du budget Morneau, entre autres un déficit de 18,1 milliards de dollars en 2018-2019 et pas de cible pour le retour à l'équilibre. La dette atteint 651,5 milliards de dollars, ce qui correspond à 30,4 du PIB. Il y aura une nouvelle prestation parentale de 5 semaines à partir de juin 2019, une mesure qui ne touche pas le Québec. La création d'un conseil consultatif sur la mise en œuvre d'un régime d'assurance médicaments de 4,8 milliards de dollars sur 5 ans pour des mesures ciblant le peuple autochtone. Le remplacement possible du Phénix, le système de paie des fonctionnaires. L'augmentation de la taxe sur le tabac de 1 $ par cartouche. Des mesures nouvelles afin de lutter contre l'évitement fiscal international abusif. 6,4 milliards de dollars sur 5 ans pour l'innovation et la recherche et 449 millions de dollars sur 5 ans afin de bonifier la stratégie d'emploi jeunesse. Et c'est certain qu'il y a plein d'autres mesures. Je vous invite d'ailleurs à lire cet article sur Radio-Canada pour en savoir plus. Dans un article de La Frontière signé par le journaliste Thierry Denoncourt, la députée néo-démocrate d'Abitibi-Témiscamingue, Christine Moore, qualifie le budget Morneau de budget broche à foin. Selon elle, il n'y a pas beaucoup de mesures pour répondre aux enjeux auxquels est confrontée l'Abitibi-Témiscamingue. Elle considère que le budget émet de belles intentions sans identifier de véritables plans d'action. Elle se dit déçue aussi parce que le budget n'offre pas beaucoup pour la région. Elle dit que le crédit d'impôt pour l'exploration minière n'est prolongé que pour 1 an. Les compagnies ne savent jamais si le crédit d'impôt va revenir. Elles ne peuvent pas planifier à moyen ou à long terme. C'est ce que déplore Mme Moore. Elle s'est désolée aussi devant l'inaction du gouvernement à propos des logements sociaux. Des mesures pour permettre des prêts à faible taux d'intérêt ont été annoncées, mais cela ne correspondait pas aux besoins en région, selon elle, car il n'y aura pas plus de logements sociaux. L'argent suffit à peine à rénover ce que l'on a. Elle soutient n'avoir rien vu aussi pour répondre aux problèmes en lien avec la pénurie de main-d'œuvre en région, rien non plus pour répondre aux enjeux de la desserte cellulaire. Par voie de communiqué, la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec se réjouit, elle, de retrouver dans le budget fédéral 2018 des mesures pour soutenir le journalisme local. La Fédération défend depuis plusieurs années l'importance des nouvelles locales dans les régions et souligne aussi le travail important fait par ses membres dans ce secteur. Précisons que le budget Morneau inclut le versement de 50 millions sur 5 ans à compter de 2018-2019 à une ou plusieurs organisations non gouvernementales indépendantes qui soutiendront le journalisme local dans les communautés mal desservies. D'un autre côté, la Fédération se désole par contre de ne retrouver aucune mesure concrète de soutien aux télévisions communautaires dans le budget 2018. La directrice générale de la Fédération, Amélie Hintz, indique, et je la cite, « Nous travaillons depuis plus de 2 ans à faire valoir l'importance du travail accompli dans nos communautés auprès du gouvernement fédéral, en particulier auprès du ministère du patrimoine canadien. Malgré tout, le gouvernement semble ne pas réaliser l'importance du rôle que jouent les télévisions communautaires au pays et l'importance de soutenir le 3e pilier du système de diffusion canadien. Selon Mme Hintz, la Fédération poursuivra néanmoins ses efforts auprès du gouvernement canadien afin de demander des mesures concrètes pour financer adéquatement les télévisions communautaires autonomes qui sont à l'heure actuelle largement sous-financées. Fin de la citation de Amélie Hintz. Autre sujet maintenant, 8 PME des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec ont été sélectionnés afin de bénéficier des services conseils d'InnoCentre au cours de l'année 2017-2018. C'est le ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec, M. Luc Blanchette, qui en a fait l'annonce au nom du ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, à l'allègement réglementaire et au développement économique régional, M. Stéphane Billette. Luc Blanchette a précisé que ces 8 PME bénéficieront d'un accompagnement personnalisé offert par des conseillers chevronnés qui les aideront à faire face à différents enjeux associés à la croissance des entreprises. InnoCentre agira ainsi comme un tremplin pour propulser les entreprises innovantes de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec, ainsi que l'économie régionale. Dans le cadre de son dernier plan économique, le gouvernement du Québec a accordé 4 millions de dollars à la Corporation InnoCentre du Québec pour lui permettre de réaliser davantage d'interventions auprès d'entreprises innovantes dans toutes les régions. En tout, 139 PME ont été sélectionnées dans 16 régions.
Ces PME sélectionnées au Québec évoluent principalement dans les secteurs suivants, c'est-à-dire les technologies industrielles, y compris l'aérospatiale, la transformation agroalimentaire, les technologies propres, les dispositifs et équipements médicaux, la fabrication avancée, les mines, les technologies de l'information et des communications, dont les nouveaux médias. Voici d'ailleurs la liste des entreprises sélectionnées dans les régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Abitibi Géophysique, ASDR Canada, LVL Global, Manceau et Perron, Manufacture Adria, Roberge et Fils, Technosob, ainsi que Recyclage Ongava. Dans le cadre du concours Ma ferme, mon monde, la table champêtre de l'Éden Rouge de Saint-Bruno-de-Guigues s'est vue décerner le grand prix du jury parmi 8 finalistes. Cette annonce a été faite lors du dernier colloque annuel d'Agri-Carrière qui avait lieu le 22 février dernier à Saint-Eustache. Tel que décrit par le journaliste Guillaume Gonzalez du journal Le Reflet, le prix vise à récompenser les bonnes gestions des ressources humaines dans les entreprises agricoles. L'Éden Rouge s'est notamment démarqué par la participation de ses employés à de nombreuses activités de formation, ainsi qu'au programme d'apprentissage en milieu de travail, le PAMT, afin de rester à l'affût des meilleures pratiques et de parfaire constamment leurs connaissances. Rappelons que l'Éden Rouge a été démarré en 2003 par Annie Roy sous la forme de 3 serres, aujourd'hui au nombre de 5. Angélane Guimont, fille de Mme Roy, a rejoint l'entreprise en 2014. Mère et fille ont ensuite démarré le projet de la table champêtre estivale dans l'ancienne grange existante. D'ailleurs, la table champêtre de l'Éden Rouge présente ses brunchs 8 services du temps des sucres, un concept unique dans la région. Pour une 3e année, profitez de repas de type cabane à sucre à saveur régionale. Le festin de 8 services présente des plats à la fois gastronomiques et copieux, ainsi que de la tire sur la neige servie à l'extérieur tout en profitant d'un bon feu de camp. Il est possible de déguster ces repas les samedis et dimanches de mars et d'avril. Pour avoir les détails, visitez le site web ou encore la page Facebook de l'Éden Rouge. Dans son plan d'action pour l'éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits, le Conseil scolaire catholique de district des Grandes-Rivières appuie son personnel enseignant en lui offrant des occasions de perfectionnement professionnel pour qu'il puisse intégrer une pédagogie culturelle appropriée dans ses pratiques, le but étant bien sûr d'appuyer le rendement, le bien-être et la réussite des élèves autochtones. C'est dans ce contexte que plusieurs enseignants du Conseil scolaire catholique du district des Grandes-Rivières ont vécu l'activité des couvertures Kéros lors de la journée pédagogique du 26 février dernier pour comprendre la réalité des peuples autochtones aujourd'hui, ce qu'ils ont vécu à travers l'histoire, le sentiment de privation territoriale et le contexte des réserves autochtones. La journaliste Dominique Roy a résumé le contexte de cette journée dans un article du journal Le Reflet. En fait, dans une grande salle, des couvertures sont étendues sur le plancher. Chacune d'elles représente les territoires des Premières Nations, des Métis et des Inuits avant l'arrivée des Européens au Canada. Les participants et participantes représentant les Autochtones se promènent sur les couvertures comme s'ils parcouraient et utilisaient leur terre. Tout en se promenant, ils font l'expérience de ce sombre pan de l'histoire, l'arrivée des Européens, traités, colonisation, pensionnat, perte de la culture et de la langue. Rapidement, les couvertures rapetissent, d'autres disparaissent et celles qui sont encore là se dispersent. L'image est symbolique, le choc est brutal. C'est ce qui s'est passé avec leur terre lors de la création des réserves sous la loi sur les Indiens. À la fin de l'exercice, moins de la moitié des participants sont encore sur les couvertures, entassés les uns sur les autres, ce qui représente la population qui reste, celle qui n'a pas été éliminée. C'est par cet outil d'enseignement basé sur l'expérience que les participants comprennent les relations historiques et contemporaines entre les peuples autochtones et non autochtones du Canada, l'incidence de la colonisation des terres sur les personnes qui y ont vécu et la manière dont les relations ont terni au cours des années. C'est à partir de cette compréhension, de cette sensibilisation et de cette conscientisation que peut réellement s'amorcer l'étape de la réconciliation. À la suite de cette activité, le bâton de la parole permet aux participants de s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu et le constat semble unanime. Plusieurs avouent manquer de connaissances en ce qui concerne l'histoire des Premières Nations, des Métis et des Inuits, ce qui empêche de mesurer l'ampleur des conséquences liées à la dépossession. L'activité leur a donc permis de connaître des faits historiques, mais aussi de ressentir la charge émotive qui se cache derrière ceux-ci. Et c'est donc avec cette dose d'empathie que le personnel est mieux outillé pour appuyer le rendement, le bien-être et la réussite des élèves autochtones.
Et voilà ce qui complète Info-Témis. N'oubliez pas que c'est en fin de semaine, dans la nuit de samedi à dimanche, du 10 au 11 mars à 2 h du matin, que nous passerons à l'heure avancée. Il faut donc avancer nos montres et horloges d'1 heure. Là-dessus, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une agréable semaine.